Accueillir Dominique Baudis. Je remercie les membres de la commission des lois qui sont venus nombreux et les membres des autres commissions qui ont bien voulu nous rejoindre et qui manifestent du fait que le sujet dont nous allons parler intéresse véritablement l'ensemble du Sénat. Monsieur Dominique Baudis, vous savez qu'il y a eu, y compris au Sénat, quelques débats sur la création du défenseur des droits. J'ai déjà eu l'occasion de vous dire publiquement, lors d'une précédente de vos venues ici, que la vigueur avec laquelle, avec vos équipes, vous accomplissez votre mission montre que ceux qui avaient pu émettre un certain nombre d'interrogations sur le bien fondé de votre structure, de cette nouvelle structure, sont amenés à constater le travail qui est fait dans de nombreux domaines qui intéressent la vie de nos concitoyens. Vous avez fait un rapport qui a suscité beaucoup d'intérêt, beaucoup d'attention, sur une double question, puisqu'il y a deux titres au rapport. Le premier, c'est le plus large, les rapports entre la police et les citoyens. Et le sujet, l'autre titre, c'est les contrôles d'identité. Il est tout à fait clair qu'il s'agit de sujets très importants. Nous sommes tous attachés, et je pense pouvoir parler au nom de tous les collègues, aux citoyens, fonctionnaires et militaires qui assument les missions de la police et de la gendarmerie et se préoccupent de la sécurité dans notre pays. C'est leur mission, elle est difficile. Nous sommes aussi très attentifs à la situation dans nos quartiers, à la situation de notre jeunesse et au fait finalement que les relations qui existent entre ceux qui ont mission, celles et ceux qui ont mission d'assurer ces tâches de sécurité et l'ensemble des citoyens, y compris ceux à qui on demande l'identité, se passent dans de bonnes conditions, dans des conditions propres à assurer une confiance dans l'institution républicaine. Et c'est pourquoi cette question est importante. Des propositions ont été faites, des annonces ont été faites, et chacun les connaît. Vous avez souhaité prendre le problème dans toute son ampleur, procéder à beaucoup d'analyses, aller voir les exemples étrangers de manière à faire un rapport qui est dense et permet d'appréhender la question avec un maximum d'informations. Donc, je vais vous proposer, mes chers collègues, d'abord d'écouter Monsieur le défenseur des droits, et puis je vous donnerai la parole pour que vous puissiez poser toutes les questions. Et dans une dernière partie, je donnerai la parole à Madame Virginie Claes, qui est rapporteure du budget du défenseur des droits et qui, à ce titre, aura quelques questions à lui poser. Donc, merci encore, cher Dominique Baudis, d'être venu et je vous donne tout de suite la parole. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Mesdames, Messieurs, merci tout d'abord, Monsieur le Président, de votre invitation. Merci, Mesdames et Messieurs les sénateurs, de votre présence à cette audition qui va me donner l'occasion de vous présenter les grandes lignes d'un rapport que l'institution du défenseur des droits a publié tout récemment et qui porte, comme le président Jean-Pierre Sueur vient de le rappeler, sur les relations police-population et plus spécifiquement la question des contrôles d'identité. La question des relations police-population, c'est un débat que l'on retrouve dans toutes les démocraties et je dirais que c'est même un signe de vitalité démocratique et qu'il ne faut pas
s'en inquiéter ou y voir le signe d'une crise. Il n'y a que dans les sociétés totalitaires où il n'y a pas de débat autour des relations police-population. Mais selon les pays et selon les périodes, ce débat, relation police-population, se cristallise sur différents sujets. En France, depuis un bon nombre d'années, c'est la question des contrôles d'identité qui a cristallisé la controverse. Le débat sur les contrôles d'identité est un débat très, très ancien, fin des années 70, début des années 80, la loi sécurité et liberté, mais aujourd'hui, on le voit bien, ce n'est pas le principe même du contrôle d'identité qui fait débat, mais plutôt la façon dont il s'exerce et le sentiment éprouvé par de nombreux citoyens et exprimé par de nombreuses associations, sentiment que ces contrôles cibleraient plus particulièrement certains publics. Tout d'abord, les personnes d'origine non européenne, deuxièmement, les plus jeunes, et troisièmement, ceux qui, par leur tenue vestimentaire, ne relèvent pas, disons, du format conventionnel. Donc le sentiment, quand on est jeune, issu de l'immigration et habillé avec un sweat à capuche, ben, on a 15 ou 20 fois plus de risques d'être contrôlé que si on est blanc, qu'on est quinquagénaire et qu'on porte un costume cravate. Alors ces sujets sont portés, vous le savez bien, par beaucoup d'associations que j'ai rencontrées dans les mois qui ont suivi mon entrée en fonction comme défenseur des droits au mois de juin 2011. Diverses associations dont certaines sont très engagées sur ce sujet, Human Rights Watch en particulier, mais Amnesty International, SOS Racisme et différentes associations. Donc au mois de janvier dernier, j'ai pris la décision d'engager un travail de réflexion, d'étude, avec le concours de mon adjointe chargée de la déontologie et de la sécurité, Madame Motte, et évidemment du secrétaire général, Richard Senghor, qui est à ma droite. Donc, du mois de février dernier jusqu'au mois d'octobre, nous avons travaillé sur ce sujet. Alors d'abord en entendant les parties concernées par le débat, les associations qui soulèvent cette question, les syndicats de policiers, la direction générale de la gendarmerie, et puis nous avons participé à toute une série de réunions, dont certaines ont eu lieu d'ailleurs dans les murs du Sénat, à l'initiative de votre collègue, Madame Benbassa. J'ai rencontré plusieurs parlementaires, soit présidents de groupe, soit présidents de commission. J'ai rencontré des parlementaires intéressés par ce sujet comme le sénateur Pozzo di Borgo qui vient de déposer une proposition il y a quelques semaines sur ce sujet, comme Madame Benbassa l'avait fait au début de l'année ou à la fin de l'année précédente. Et enfin, nous sommes allés dans différents pays qui étaient donnés en exemple, cités en exemple par les associations, pays où le contrôle d'identité se déroule dans le cadre d'une procédure à l'occasion de laquelle la personne contrôlée se voit remettre par le contrôleur un document, alors ce qu'on a appelé communément récépissé, que je préfère appeler d'ailleurs plutôt attestation que récépissé, parce que ce n'est pas le reçu par rapport à quelque chose. Donc nous sommes allés dans ces pays, nous avons rencontré bien sûr les autorités de police, les associations, les responsables politiques locaux, et nous avons conclu ce travail de réflexion par un colloque qui a eu lieu au début du mois d'octobre à Paris, réunissant les parlementaires qui ont voulu y assister, les responsables de police des pays où un système tel s'est développé et les représentants des associations, avant de publier donc ce rapport. Alors, le rapport dresse un état des lieux.
Il rend compte de toutes les auditions et il reprend, il expose les arguments des uns et des autres en faveur ou au contraire à l'encontre d'une solution de remise d'un document. Nous analysons les expériences à l'étranger, en Espagne, dans une ville en fait. Fuenlabrada, qui est une ville de 20 à 25 000 habitants dans la banlieue de Madrid. Jusqu'à présent, l'expérimentation de Fuenlabrada n'a pas été étendue à d'autres villes. En revanche, en Grande-Bretagne, à Londres en particulier, de même que dans certaines villes américaines, en particulier New York, et dans certaines villes canadiennes, il y a là un dispositif installé depuis déjà un certain temps, dont on peut par conséquent mesurer les résultats. Alors, les conclusions que l'on peut tirer des expériences, enfin plus que des expériences, des pratiques dans ces pays anglo-saxons, montrent que la délivrance d'un document à l'occasion du contrôle d'identité a pour effet mécaniquement de faire diminuer le nombre de contrôles. Ne serait-ce que parce que, c'est d'ailleurs un des arguments soulevés par les syndicats de fonctionnaires de police, ne serait-ce que parce que l'opération de contrôle est plus longue, puisqu'elle s'accompagne du renseignement d'un document. Donc diminution du nombre de contrôles. En revanche, il apparaît que le débat sur le caractère ou non discriminatoire de ces contrôles, est-ce qu'il y a un ciblage au faciès, le débat dans les pays où le système est développé ne s'est pas éteint. D'une certaine manière, d'ailleurs, le débat n'en est que plus vif, parce que aujourd'hui, dans notre pays, où le contrôle ne laisse pas de traces, sauf s'il y a une infraction et qu'il y a des suites au contrôle, un contrôle ne laissant pas de traces, on a l'expression de ressenti de la part des associations comme de la part des syndicats de fonctionnaires de police ou de militaires de gendarmerie. En revanche, dans les pays où existe ce type de dispositif, des chiffres viennent éclairer le débat en quelque sorte. On n'est plus là sur du ressenti, mais sur des chiffres. Puisque dans ces pays-là, le document qui est établi indique l'appartenance ethnique ou raciale de la personne contrôlée à tel ou tel groupe. Ce sont souvent d'ailleurs les personnes elles-mêmes qui choisissent le groupe dans lequel elles souhaitent que le contrôleur les range. Noirs, indo-pakistanais, asiatiques, etc. Donc, le nombre de contrôles diminue, le débat sur le caractère discriminatoire du contrôle ne s'éteint pas. Troisième élément, ces dispositifs sont évidemment intransposables dans notre pays, puisqu'il faudrait en fait réviser la Constitution et rentrer dans un système totalement étranger à notre système républicain, c'est-à-dire catégoriser les personnes en fonction de leur appartenance à tel ou tel groupe ethnique ou racial. Donc l'expérience était intéressante à analyser, elle est instructive, et en même temps il faut bien être conscient du fait qu'elle n'est pas transposable en tant que telle dans notre pays. Alors ces constats étant faits, la troisième partie du rapport, que nous avons intitulé « Perspective », nous permet de formuler des propositions à l'attention des pouvoirs publics, Parlement, gouvernement. Alors, ces propositions, la première concerne l'identification des fonctionnaires de police, qui n'est pas liée d'ailleurs simplement à la question des contrôles d'identité, qui est liée à la relation entre la police et la population, et plus globalement d'ailleurs entre la population, les citoyens et les fonctionnaires. Une loi de 2000, je crois, indique que tout fonctionnaire doit être identifiable par le citoyen dans l'exercice de ses fonctions. Identifiable, pas nécessairement par son nom, et s'agissant de forces de sécurité, évidemment, il ne peut pas s'agir du nom, mais d'un numéro de matricule, d'un numéro professionnel,
que les fonctionnaires de police ont d'ailleurs longtemps porté de manière visible sur leur uniforme, jusqu'en 1984-85, à l'occasion de la mise en service d'un nouvel uniforme pour les fonctionnaires de police, le matricule a disparu. Et l'étude à la fois des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme, des prises de position du Conseil de l'Europe, du commissaire européen aux droits de l'homme, montre bien que voilà, toutes ces instances internationales chargées de veiller au respect des droits de l'homme indiquent à quel point il est nécessaire que dans une société démocratique, le fonctionnaire de police, dans l'exercice de son activité, puisse être identifiable par le citoyen de façon à pouvoir fonder un éventuel recours. Donc, pas simplement sur la relation autour du contrôle d'identité et de son caractère éventuellement discriminatoire, globalement, il nous paraît nécessaire que le fonctionnaire de police puisse être identifié dans l'exercice de ses fonctions et nous préconisons donc le rétablissement du matricule. Le deuxième élément qui est apparu à l'occasion des auditions, et en particulier à l'occasion du débat organisé par Mme Benbassa il y a quelques mois ici au Sénat, c'est la question des palpations de sécurité. Il apparaît que très souvent ces contrôles s'accompagnent de palpations de sécurité qui ne sont aucunement encadrées ni par le Code de procédure pénale, ni par le Code de déontologie de la police ou la charte de la gendarmerie. Les entretiens avec les fonctionnaires de police ont clairement fait apparaître que c'est laissé à l'appréciation du policier sur le terrain. Et les uns et les autres avaient des visions assez différentes. Les uns nous disant, ben oui, on commence par ça, parce que c'est une question de sécurité, sécurité pour les passants autour, qui parfois voilà, se tiennent à proximité de la personne contrôlée, sécurité pour la personne contrôlée, sécurité évidemment pour le fonctionnaire de police. Donc on commence par s'assurer que la personne ne porte pas de couteau ou d'arme, donc on commence par la palpation. D'autres fonctionnaires, d'autres syndicats, nous disant non, ça ne doit pas être systématique, il faut y procéder lorsque on estime que c'est absolument nécessaire. Et enfin les gendarmes de leur côté, là ce ne sont pas les syndicats, puisqu'il n'y a pas de syndicats, mais la direction générale, nous ont dit les palpations de sécurité, nous n'y procédons que de manière très exceptionnelle et lorsque nous jugeons que c'est indispensable. Donc il apparaît qu'il y a des pratiques très différentes et qu'elles sont entièrement laissées à l'appréciation des personnels sur le terrain. Et nous en concluons donc qu'il serait nécessaire d'introduire dans le Code de procédure pénale et dans le Code de déontologie de la police nationale, qui à l'heure actuelle est en phase de réécriture, des dispositions qui à la fois encadrent les palpations de sécurité et leur donnent une véritable base juridique. Troisième point dans les perspectives, la question de la délivrance d'un document, d'une attestation. Alors, je répète que, évidemment, les solutions anglo-saxonnes ne sont pas transposables en l'état, puisqu'elles classent les personnes en fonction de groupes ethniques ou raciaux. Néanmoins, on peut tout à fait imaginer en France des dispositifs qui, à droit constant, introduiraient cette procédure de délivrance d'un document à l'occasion d'un contrôle. Ce que nous disons avant d'examiner les différentes solutions possibles, c'est que tout dispositif doit être préalablement expérimenté sur un territoire. Il apparaît que dans les pays où on a voulu du jour au lendemain généraliser un dispositif nouveau, sans qu'il ait été testé et expérimenté pendant plusieurs mois sur un territoire donné, se sont soldés par des échecs. Donc l'expérimentation nous paraît la condition préalable indispensable. Mais il y a des responsables, des élus, des collectivités locales qui ont fait connaître leur désir d'être territoire d'expérimentation. Différentes communes, à commencer par la plus importante de toutes, la ville de Paris, qui a voté un vœu souhaitant être territoire d'expérimentation pour des mesures
encadrant ou régulant les contrôles d'identité. Donc, expérimentation. Alors, quels dispositifs sont envisageables? Ils se rangent en trois catégories. On va partir du dispositif le plus léger jusqu'au dispositif le plus lourd. Le dispositif le plus léger, c'est ce qu'on a appelé la remise d'un ticket de contrôle anonyme. C'est-à-dire que le contrôleur demande les papiers à la personne contrôlée, mais je dirais qu'en échange, en contrepartie, le contrôleur remet à la personne contrôlée un ticket de contrôle sur lequel figure le matricule du contrôleur. C'est-à-dire que c'est la même philosophie que le matricule visible, mais voilà, le matricule visible, il faut sortir un stylo, noter. Là, le contrôleur donne un papier sans que le contrôlé ait à lui demander votre matricule, je voudrais voir, laissez-moi le noter. Le contrôlé repart avec le numéro matricule et l'unité à laquelle appartient le contrôleur. Alors, l'avantage de ce dispositif, c'est que c'est très rapide. Ça ne se heurte pas à l'objection souvent formulée par les policiers, on va perdre du temps. C'est très rapide, on arrache un ticket et on le donne. Ça rétablit une sorte d'égalité entre le contrôleur et le contrôlé, une forme de geste de courtoisie. Je vous demande qui vous êtes et je vous dis qui je suis. Première solution. Deuxième solution, l'attestation nominative. Le contrôleur remet à la personne contrôlée une attestation, mais que le contrôleur va devoir remplir, parce que va figurer sur cette attestation le nom de la personne contrôlée, le lieu, la date, l'heure du contrôle, éventuellement le motif. Alors évidemment, dans cette hypothèse, le document détenu par la personne contrôlée a une valeur probante plus importante, parce que quand c'est simplement le ticket de contrôle anonyme, on peut se les repasser, on peut les collectionner. Là, c'est nominatif. Donc dans l'hypothèse d'un recours introduit par la personne contrôlée, soit auprès d'une juridiction administrative, soit auprès du défenseur des droits au titre de la déontologie de la sécurité, soit auprès d'une inspection générale, voilà, il y a la preuve que cette personne a été contrôlée. Et si effectivement ce sont des contrôles à répétition, a fortiori si ce sont des contrôles à répétition par les mêmes fonctionnaires, il est certain que voilà, ça permet d'étayer une démarche de recours. Mais dans cette hypothèse, seul le contrôlé conserve les éléments, l'attestation, le contrôleur, lui, ne conserve rien. Troisième catégorie de solution. Délivrance d'une attestation nominative, mais avec un double qui va être conservé par le contrôleur, par le policier, avec là deux options. Une option double anonymisée, c'est la solution de la proposition de loi de Mme Benbassa, et aussi, je crois, celle de Yves Pozzo-di-Borgo, c'est-à-dire que le policier conserve le double, mais il n'y a pas le nom de la personne contrôlée. Il y a le lieu, la date, le motif. Donc ça permet d'avoir une évaluation statistique de l'activité de la police. Néanmoins, il s'agit de la création d'un fichier, même s'il n'est pas de caractère nominatif, avec tout le problème qui va conserver ce fichier, à quelle fin, pour quelle durée, etc. Et enfin, dernière solution, l'attestation de contrôle, avec un double, mais un double non pas anonymisé, avec le double également nominatif. Ce qui veut dire que le policier va conserver le nom de celui qui a été contrôlé, l'heure, le lieu, la date, le motif, etc. Se posent avec plus encore d'acuité les questions, même questions que précédemment. Il y aura un fichier nominatif. Il y a des centaines de milliers de noms qui vont se retrouver dans ce fichier. Est-ce que ce dispositif ne va pas être considéré par les citoyens comme un dispositif liberticide, puisque au fond, la police va conserver en mémoire dans ses ordinateurs des centaines de milliers de données qui permettront de retracer les déplacements des uns, des autres.
il y a fort à parier que dans le cadre, par exemple, d'une enquête de police judiciaire, sur un crime ou sur un délit grave, les enquêteurs recourront à ce fichier pour essayer de procéder à des recoupements. Donc ce dispositif comportant le nom, c'est un dispositif effectivement qui va retracer très exactement toutes les situations, mais qui peut être ressenti par les citoyens comme quelque chose d'excessif. Et au fond, un dispositif destiné à protéger les droits des citoyens risque d'être perçu par les citoyens comme un dispositif mettant en cause leurs droits individuels. Voilà les différentes options que nous avons identifiées. Étant entendu, je le répète, qu'aucune option, à mon avis, ne peut être retenue globalement sans avoir été préalablement expertisée sur un et plutôt plusieurs territoires pendant une période de plusieurs mois. Et enfin, un dernier élément sont les éléments de conclusion. Il nous est apparu au fil des auditions, policiers et associations, que nous manquions cruellement de lieux de dialogue permanent entre les associations et les forces de sécurité. J'indique dans le rapport que notre institution est évidemment disponible pour participer d'abord au cycle de formation initiale et continue des fonctionnaires de police, que nous pouvons également contribuer à créer une sorte de lieu de dialogue permanent entre les policiers et les associations, parce que, en les entendant séparément, j'ai pu mesurer à quel point il y avait, de part et d'autre, des fantasmes, des procès d'intention, une méconnaissance des motifs qui animent l'autre. Voilà. Donc, il nous paraît nécessaire, sur le plan national et aussi sur le plan local, dans le cadre des comités locaux, on disait avant prévention de la délinquance, je ne sais plus comment on l'appelle maintenant. Comment? Hein? Voilà. Voilà, ça nous paraît également nécessaire de rechercher localement et nationalement des lieux de dialogue et d'échange entre forces de sécurité et associations. Voilà, je vous ai résumé à grands traits le rapport, bon, qui est long et conséquent, on en a quelques exemplaires, d'accord, bon, on a 2 exemplaires. De toute façon, il est sur le site internet du Défenseur des droits, dont vous pouvez demander à vos collaborateurs de vous le télécharger, et vous pourrez voilà, avoir ce travail complet dans lequel, évidemment, nous mentionnons et nous analysons les propositions de loi de 2 de vos collègues qui ont été déposées sur le bureau du Sénat. Voilà, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, ce que je voulais vous dire pour introduire le débat, la discussion, et je suis à votre disposition pour répondre à vos questions, en compagnie donc de Richard Singor, qui est le secrétaire général du Défenseur des droits, m'accompagne également Luc Machard, qui est le directeur général des services. Richard Singor s'occupe de la production juridique, et Luc Machard s'occupe du fonctionnement et de l'organisation de cette institution nouvelle. M'accompagne également mon directeur de cabinet, Antoine Grézeau, et Audrey Kayser, qui est chargé des relations avec les parlementaires et les élus. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Défenseur des droits, pour cet exposé qui, comme à l'accoutumée de votre part, est très pédagogique et précis. Et c'est très important, je pense, pour nous, pour ceux qui nous écouteront. Alors, mes chers collègues, qui souhaite intervenir? Donc, alors, il y a Monsieur Pozzo di Borgo, Madame Benbassa, alors Madame Benbassa, Monsieur Lecomte, Monsieur Le Cerf, Monsieur Van Dierendonck, Monsieur Béchu, Monsieur Gors, Madame Goulet, Monsieur Boyer, excuse-moi, Monsieur Boyer. Bien, alors, liste des orateurs inscrits. Monsieur Pozzo di Borgo, Madame Benbassa, Monsieur Lecomte, Monsieur Le Cerf, Monsieur Van Dierendonck, Monsieur Béchu, Monsieur Gors, Madame Goulet, Monsieur Boyer. Il n'y a pas de remords? Il pourrait y avoir des remords tardifs.
Alors, Monsieur Pozzo di Borgo. Oui, Monsieur le Président, merci d'abord de nous inviter, puisque je suis membre de la Commission des lois. Alors c'est vrai que je suis élu du 7e arrondissement, c'est peut-être l'arrondissement le plus conservateur de Paris, peut-être de France. Et c'est vrai que c'est peut-être apparemment un des problèmes qu'on ne rencontre pas, nous, sur les contrôles d'identité. Mais il faut savoir que dans le 7e arrondissement, nous avons la moitié des manifestations de Paris. C'est-à-dire sur les 3 000 à 4 000 manifestations qu'il y a chaque année à Paris, la moitié ont lieu dans le 7e arrondissement. Et je suis élu depuis de nombreuses années dans cet arrondissement. Et c'est vrai qu'il y a souvent eu des problèmes de tension, d'agressivité de la part de la police à l'égard de ses habitants. Parce que c'est pas simple, le métier de policier n'est pas simple. C'est un métier d'adrénaline quand vous avez à gérer une manifestation. Et c'est vrai que c'est un des problèmes sur lesquels j'étais assez sensible. À la suite de ça, par différentes raisons, j'ai rencontré des associations qui défendaient ce problème de récépissé. Alors évidemment, c'est peut-être pas un thème ni de droite, ni du centre, ni peut-être d'élus de Paris, plutôt élus de majorité, enfin d'opposition dans un quartier très traditionnel. Mais je me suis quand même rendu compte que quand on prend les chiffres de l'Observatoire national de la délinquance, entre 1996 et 2007, les outrages à agents sont passés de 17 000 à 31 000. Ce qui veut dire manifestement, sans compter non plus les trop nombreuses agressions physiques dont sont victimes les forces de l'ordre. Ça veut dire, si vous voulez, qu'il y a véritablement un problème de confiance entre les forces de l'ordre et puis les citoyens qu'elles contrôlent. Vous savez également, je crois que Dominique Baudis, le défenseur des droits, l'a cité, le rapport du CNRS et du Centre de recherche sociologique sur le droit et les institutions pénales, rejoint par la structure Human Watch, constate que quand vous êtes jeune, vous êtes contrôlé en soi plus que lorsque vous êtes, comme disait le défenseur des droits, sexagénaire ou quinquagénaire avec cravate comme nous. Quand vous êtes noir, vous êtes contrôlé 6 fois plus. Et lorsque vous êtes d'origine ethnique arabe, vous êtes contrôlé 8 fois plus. Alors c'est vrai qu'il y a un véritable problème, moi je pense, de relation entre la police et puis ce problème de la génération plutôt jeune et de gens qui sont, j'allais dire, de contrôle au faciès. Alors, j'ai essayé d'un peu de travailler là-dessus, notamment, moi j'ai essayé de travailler dans la logique de la défense de la police. Parce que je considère que la police ne peut être crédible à l'égard de... Alors, il y a un point plus général, je crois que la suppression de la police de proximité a été un des éléments accélérateurs de des jeudis. La suppression de la police de proximité a été pour moi un accélérateur de ces éléments de dysfonctionnement sur les contrôles d'identité. Ça, je crois que c'est le premier problème. Deuxième problème... J'ai écouté plusieurs fois les associations qui sont venues me voir plusieurs fois, mais avant de me lancer là-dedans, j'ai posé la question à des policiers. Et à des policiers de base, j'allais carrément voir les policiers qui sont devant le Sénat, les policiers que j'ai rencontrés. J'ai dit que je suis parlementaire, je suis en train de réfléchir sur le récépissé. Je leur ai posé la question. Et tous, curieusement, m'ont répondu, mais nous, on n'est pas contre, au contraire. La seule chose, on ne veut pas, et ça a été le dossier mal parti après l'élection du président Hollande, quand je crois les jeunes socialistes ont fait courir le bruit que le nombre de récépissés devait être limité à 2 ou 3. Il dit, mais nous, on ne veut pas que les délinquants puissent dire, on est contrôlé 3 fois, puis on ne puisse plus les contrôler. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Et j'étais très surpris que sur les 20 ou 30 policiers que j'ai rencontrés, hommes, femmes, ils étaient très surpris. Ils avaient comme communication sur ce dossier que la communication qui avait été faite par les jeunes socialistes en disant, il faut qu'il y ait un certain nombre de récépissés qui sont donnés par la police. Une fois que la police a contrôlé quelqu'un 3 fois, on ne le contrôle plus. Et ça a donné une image négative sur l'affaire de récépissés. Mais en même temps, tous me disaient, mais non, aucun problème, on est demandeurs. Et c'est la raison pour laquelle, si vous voulez, moi j'ai déposé cette proposition de loi en concertation avec les associations, mais eux, vous souhaitez que le contrôle des associations, que le contrôle de ces listes, que le contrôle de ces contrôles d'identité, enfin que le parrainage de ces contrôles d'identité se fasse par une structure à part. Je suis moi-même inspecteur général de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche. Donc avant d'être sénateur, j'avais ça. Et j'avais moi-même, sous mon autorité à l'époque, j'étais le référent spécialiste des problèmes d'hygiène de sécurité de tout le système universitaire, éducatif, secondaire, primaire et autres. C'était un truc énorme. Mais on avait la responsabilité, c'était l'inspection qui avait la responsabilité. Et je me suis dit, pourquoi ne pas utiliser les inspections du ministère de l'Intérieur pour parrainer ce genre de supervision du contrôle d'identité. Parce que je considère, et j'ai souvent parlé à soit les préfets qui venaient me rencontrer quand ils venaient d'arriver à Paris, soit à des commissaires de police qui sont sur le terrain, je leur ai souvent parlé de ce problème-là, et moi je considère que ce dérapage qu'il peut y avoir, soit par les BAC locales, soit par la police, vient très souvent de la hiérarchie. Et moi, dans la proposition de loi que j'ai faite, pour ceux qui ont pu s'y intéresser, je souhaite que ce soit la hiérarchie policière elle-même qui prend en compte ce problème-là, et c'est pour ça que je souhaitais que ce soit
soit l'inspection générale, l'IGS, qui supervise ce problème. Voilà les quelques éléments que j'ajoute au dossier. Sachez aussi qu'au Conseil de Paris, nous avons eu un débat assez large là-dessus. C'était un amendement, je crois, ou un vœu du groupe communiste qui a été voté par les socialistes, les Verts, et puis par le groupe centriste, parce que j'étais le président du groupe centriste, et nous avons voté ce vœu pour que Paris devienne propose, à partir du moment où il y a un texte de loi, soit un élément d'expérimentation de ce dossier. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Merci, Monsieur Pozzo di Borgo. Madame Benbassa. Monsieur Baudis, je vous remercie pour cette conférence à laquelle je suis arrivée un peu en retard. J'avais une réunion. Excusez-moi, mais vous savez que je vous suis, je viens souvent, enfin assez souvent vous voir. Je vous félicite ainsi que votre équipe pour le rapport que vous avez fait et que j'ai lu et que je trouve très proche de ce qu'on a entendu ensemble. Vous avez entendu d'autres personnes, mais tout au moins les personnes que nous avons entendues ensemble, vous avez su livrer leur point de vue et faire une synthèse avec tout cela. J'ai plusieurs questions, mais une qui me préoccupe le plus, c'est celle de l'attitude de la police. Lorsque nous étions au colloque que vous avez organisé, vous avez bien vu d'ailleurs, une des possibilités que vous nous présentez, c'est ce fameux ticket, n'est-ce pas? C'est quasiment l'immatriculation qu'on donnerait. C'était la police américaine, n'est-ce pas, qui disait qu'elle donnait une carte de visite aux personnes contrôlées, si mon souvenir est bon. C'est une des possibilités, mais lorsque nous avons entendu chez vous la police, et peut-être on a invité que les personnes très concernées, tout au moins la police, aussi bien américaine, anglaise qu'espagnole, qui fait des expérimentations, n'est-ce pas, dans les banlieues de Madrid, se montrait tout à fait favorable à ce contrôle, ne sont pas plaints outre mesure, ils nous ont donné leurs possibilités et la façon dont ils menaient leur contrôle. Et ce qui ressort de ce que j'ai entendu par rapport aux auditions que j'ai pu, avec beaucoup de peine, faire avec quelques syndicats de police, c'est quasiment le contraire qui se passe. C'est une opposition frontale à ce récépissé. Récépissé au ticket. À l'époque, je n'avais pas parlé de ticket, je ne savais pas que ça existait, mais bon, le récépissé. Alors, est-ce que les gens que vous avez reçus, ce sont des personnes, enfin les Espagnols, je les ai reçus aussi, ces personnes, ces policiers, est-ce que ils ont eu déjà une formation importante qui fait qu'ils ne voient pas ce contrôle, qu'ils ne considèrent pas ce contrôle comme une atteinte à leur propre pouvoir. Tandis que ce qui ressort des auditions des syndicats de police, c'est qu'ils prennent ça comme si c'était une façon de revoir à la baisse leur pouvoir. Et à côté de ça, on entend un discours. On a été récemment à cette, je ne sais pas, vous n'y étiez pas, je crois. Il y a eu une soirée où mon collègue est venu également de l'association Stop au contrôle aux faciès. Ils nous ont montré ils ont fait quelques films, c'est la 2e saison, je crois. Et dans ces films, ce qui ressort, c'est cette hargne des personnes contrôlées, l'humiliation qu'elles ressentent, la façon d'être contrôlées, qu'ils trouvent dégradante, etc. Et puis, de l'autre côté, on a ce discours de la police qui est quasiment en retrait, en disant non, c'est pas pour nous, c'est pas possible, nous ne voulons pas de ce ticket. Et on voit ce décalage qui est si important et qui ne revenait pas dans les discours des policiers que vous avez vous-même invités. Alors, est-ce que c'est lié au manque de formation qu'ils ont reçu sur l'antiracisme, les nôtres, et que peut-être d'abord, avant d'expérimenter
ce récépissé, il faudrait peut-être augmenter le nombre de formations de nos policiers, formation à l'antiracisme, formation aux droits de l'homme, formation anthropologique, sur les cultures, c'est très important, sur l'ethnie, sur la différence, et sur les différences ethniques, sur les différentes cultures et gestuelles, parce que souvent on voit dans le livre que M. Pozzo di Borgo a cité, mes collègues, M. Lévy et le deuxième, j'ai oublié son nom, ont fait un livre sur ces contrôles, un livre scientifique. Ce qu'il démontre, c'est quand même que les policiers n'arrêtent pas les femmes, arrêtent très peu de femmes, arrêtent des enfants qui ont des signes distinctifs ethniques, des signes distinctifs ethniques. Ils n'arrêtent pas les personnes âgées. Donc, il y a quand même chez eux une sorte de un imaginaire qu'il faut revoir et enfin, faire un travail comportementaliste d'abord, parce qu'on peut faire le récépissé et instaurer le récépissé, mais s'ils contrôlent sans arrêt, c'est vrai qu'ils vont contrôler moins parce que ça fatigue de remplir une souche, ou sinon il faut mettre le motif, c'est toujours problématique de trouver un motif de contrôle. Alors, je crois qu'il y a aussi plein de travail à faire en amont et que c'est le plus important avant le récépissé. Parce que n'oublions pas que c'est un facteur majeur actuellement dans les banlieues, un facteur majeur d'énervement et d'incitation à l'émeute et à l'opposition. Alors voilà, c'est quelques considérations qui ne vont pas changer grand-chose, je suppose, mais en tout cas, pour moi personnellement qui travaille dans les banlieues, je trouve ça essentiel et je ne me placerai pas du côté de la police d'abord, je me placerai du côté de ceux qui sont contrôlés pour voir comment on peut influer sur la police. Parce que si on commence par la police, excusez-moi chers collègues, si on commence par la police, on se rend en dehors d'une réalité qui est celle de ceux qui subissent ces discriminations. Merci. Merci Madame Benbassa. Monsieur Lecomte. Merci Monsieur le Président. Merci Monsieur le Défenseur des droits pour votre rapport et votre engagement sur la question. Moi, je souhaitais vous interroger en liaison avec notre actualité législative et la base juridique sur laquelle se font les contrôles d'identité, puisque vous le signalez dans votre rapport, ils se font principalement sur la base de l'article 78.1, mais vous avez sous réserve des législations spécifiques sur les étrangers, dont on évoque le sujet maintenant au Sénat, en particulier pour une discussion en séance publique à la fin de la semaine. Et donc, il y a l'article L611.1 du CESEDA qui introduit, qui aujourd'hui existe et qui pose des possibilités de contrôle et de vérification d'identité et de titre de séjour pour les étrangers qui sont sur notre territoire. Alors, ce qui veut dire que pour les identifier, pour les contrôler, il faut être assez doué pour pouvoir déceler leur étrangeté. Donc, d'une certaine manière, la différence, le faciès, peut être, de ce point de vue-là, un élément qui peut engendrer ce type de contrôle. Donc, à partir du moment où nous sommes invités à nous prononcer sur des évolutions et l'encadrement sur ce sujet lors du projet de loi relatif à la retenue pour vérification du droit au séjour, je voulais vous interroger parce que il me semble qu'au-delà des pratiques qui ont été évoquées dans votre rapport, il y a la base juridique. La base juridique, elle doit être claire et précise pour l'ensemble des opérateurs. Alors, on peut vouloir lutter contre l'autre faciès, mais dès lors qu'on introduit la possibilité de contrôler spécifiquement les étrangers, comment est-ce qu'on peut arriver à lutter contre le contrôle faciès en introduisant une législation ou en conservant une législation spécifique sur le sujet? Et si on conserve cette législation spécifique, comment l'encadrer pour justement éviter ce contrôle au faciès? Alors, quand on établit, il y a une proposition par exemple qui dit, plutôt que de mettre deux nationalités étrangères, on dit dont on peut déduire la nationalité étrangère d'éléments objectifs extérieurs à la personne, même de l'intéressé. Est-ce qu'une telle description de la motivation d'aller interroger, vérifier l'identité d'une personne serait, à votre avis, suffisant pour éviter le contrôle au faciès, suffisamment lisible
pour les opérateurs, pour qu'ils puissent ne pas déceler ça d'une capuche ou d'un âge ou d'une couleur. Comment est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous pensez que au-delà des pratiques qui ont été évoquées par vous et par mes prédécesseurs et par les précédents intervenants, la base juridique doit être précise et claire? Est-ce que vous pensez qu'avec l'article 611.1 du CZA aujourd'hui, on n'a pas, quelque part, une base justifiant le contrôle au faciès qui méritait d'être revue et comment l'encadrer le mieux possible? Mais ce sont les... Monsieur Lecomte, vous avez achevé. Je vous remercie. Monsieur Le Serre. Oui, merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Défenseur des droits. Nous sommes ici dans la volonté, donc, comme vous, de lutter contre un phénomène de discrimination. Phénomène de discrimination qui, ici, concerne largement donc, ce contrôle au faciès. Et j'avoue que cela m'a rappelé les discussions au Sénat lors du projet de loi sur la création de la HALD, projet de loi dont j'étais rapporteur, la HALD qui est maintenant rentrée dans votre domaine de compétences, où nous nous étions longuement interrogés sur les instruments de mesure des discriminations. Car comment lutter effectivement contre un phénomène sans pouvoir en mesurer son intensité? Et je me souviens qu'à l'époque, nous avions abordé, et j'avais abordé, le problème effectivement des statistiques ethniques, après avoir rencontré d'ailleurs par exemple le président du CRAN, du Conseil représentatif des associations noires, qui était tout à fait d'accord pour que l'on puisse essayer d'avancer sur ces statistiques ethniques. En matière d'emploi, par exemple, je connais dans mon département de très grandes entreprises dont je pense qu'il suffirait que l'on mette noir sur blanc devant elles la couleur de peau de leur personnel pour qu'elles fassent un effort pour que cette couleur se rapproche un petit peu plus de la proportion, effectivement, des personnes de couleur noire, de couleur blanche ou de couleur intermédiaire entre l'une et l'autre. Et j'avais été violemment attaqué, bon, avec toute la cordialité sénatoriale, à l'époque par deux anciens excellents collègues, Roger Romani et Jean-Luc Mélenchon, qui ne siégeaient pas exactement sur les mêmes bancs de l'hémicycle, mais qui m'opposaient effectivement les mêmes arguments, qui étaient le caractère universel du citoyen, d'une part, et d'autre part, le fait que les problèmes que nous posions étaient des problèmes qui seraient réglés très rapidement par les unions mixtes entre les uns et les autres. Donc je me suis demandé s'ils prenaient le métro aussi souvent que moi, si vous voulez, parce que je ne suis pas absolument sûr que ces problèmes se régleront aussi rapidement. Donc moi je me demande si il est possible effectivement d'éluder d'un revers de main le problème des statistiques ethniques. D'une part, si réellement il n'y aurait pas des modalités qui permettraient de les concilier avec le respect de la Constitution, et sinon, s'il n'y a pas effectivement des modifications qui devraient être réalisées. Parce que là aussi, je pense que si on avait effectivement ce type de statistiques, il y aurait immédiatement une sorte d'autocensure de la part des personnels de sécurité sur les types de contrôles auxquels ils procéderaient. Alors je sais que c'est une question embarrassante, mais je voulais vous la poser quand même. Merci, Monsieur Le Serre. Monsieur Van Dieren, donc. Alors, deux remarques. La première, moi j'ai souvent remarqué que les incidents les plus notables intervenaient quand la BAC était en fonction. Hein. Donc j'ai quand même l'impression qu'au sein de la police, il y a véritablement un problème de doctrine d'emploi. Et ça renvoie effectivement à ce qui a été dit tout à l'heure sur, plus généralement, le lien et les modalités d'intervention entre la présence permanente qu'on appelle police de proximité, hein, encore qu'il y a beaucoup de choses qui voyagent sous le vocable, et la BAC qui est absolument nécessaire dans sa doctrine d'intervention. Hein. Ceci étant, c'est quand même là que les incidents à Roubaix, pour parler de ce que je connais, c'est quand même là que les incidents les plus notables interviennent. Et la deuxième chose, c'est que quand on fait, Monsieur le Défenseur des droits, un rapport qui situe très très clairement hein, le problème, on a envie de se dire, allez jusqu'au bout, si je puis me permettre, hein, et faites des préconisations sur le contenu des formations des différents agents de police qui interviennent, etc. Parce que je crois quand même que c'est essentiellement un problème de contenu de la formation. Vous savez, moi, j'ai réussi du temps du ministre Jox avec le sénateur Diligent à obtenir l'implantation d'une école nationale de police hein, à Roubaix.
C'est pas parce que l'école elle est dans le quartier qu'elle s'ouvre nécessairement comme ça par miracle ou par instantané aux préoccupations de la vie associative du quartier, aux problèmes des jeunes, etc. Et donc sans, encore une fois, chercher à identifier un bouc émissaire, hein, on est aux antipodes de cette démarche, je voudrais quand même dire que essentiellement c'est un problème d'acculturation au territoire de la police, de contenu de la formation, et d'un autre côté, chez les jeunes, de sanctions que je réclame totalement très fortes dès qu'il y a un manque de politesse, etc. Parce que je pense que les droits et devoirs doivent s'équilibrer. Mais la formation me paraît couvrir une partie importante du problème. Merci, Monsieur Van Dieren. Donc, Monsieur Béchu. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Défenseur, peut-être que je me suis trompé, mais j'avais cru comprendre que l'objectif de ce rapport n'était pas de répondre à ceux qui étaient dans une optique qui consistait à penser qu'il fallait prendre des mesures contre la police, mais plutôt de se dire que nous étions avant tout dans un état de droit et que le statu quo en l'état n'est pas possible. Il n'est pas possible compte tenu d'un sentiment d'humiliation, les mots étaient employés par certains, de la manière dont se déroulent les contrôles, et il n'est pas possible aussi parce que, y compris du côté de la police, ça ne permet pas de restaurer ou d'accompagner la confiance dont on a besoin dans une institution de la République. À partir du moment où on dit que le statu quo n'est pas possible, moi j'entends dans les propositions que vous avez formulées un certain nombre de choses avec force. Je dois dire que je suis sensible à l'argument du droit comparé, mais dans ce cas-là, j'aimerais qu'on aille jusqu'au bout. Dans quelle mesure le sentiment d'exaspération aussi d'une partie de nos forces de police ou d'inquiétude par rapport aux contraintes que ça leur ferait supporter n'est pas lié à ce que sont à l'heure actuelle les contraintes existantes pour les autres actes de police qu'ils exercent. Autrement dit, si nous comparions pas seulement ce que générerait en termes de travail le récépissé, le carnet à souche, peu importe la manière dont on l'appelle, avec le reste, est-ce qu'on ne s'apercevrait pas qu'il y a aussi un sentiment d'exaspération qui est peut-être pas lié à cet acte en lui-même, mais à une chaîne procédurale particulièrement lourde. J'ai eu l'occasion, d'autres l'ont certainement fait ici, d'aller passer une nuit avec une BAC, une nuit avec des gendarmes, pour parler du sujet qui nous occupe. Et j'ai été très frappé, après une infraction en flagrance qui était d'une simplicité confondante, de voir le temps passé à émettre et à faire les rapports avant de pouvoir retourner sur le terrain. Et pour quelque chose de banal, ne souffrant aucune contestation et qui était extraordinairement facile, entre guillemets, à appréhender, à concevoir et à relater. Mais le fait de devoir apprécier sans le peser la quantité d'une marchandise saisie, le fait de devoir s'assurer que la personne était d'accord pour ouvrir la boîte à gants de son véhicule qui est une extension de son domicile, le fait de... Enfin, on pourrait multiplier l'ensemble des exemples. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut peut-être comprendre qu'une partie de ces éléments d'exaspération n'est pas forcément uniquement liée à l'acte en lui-même, mais à ce qui se passe par ailleurs. Deuxième point, il serait paradoxal que, à l'issue d'une amélioration du droit des citoyens, on finisse par renverser le contrôle d'identité et qu'en quelque sorte, on soit dans une logique qui consiste à ce que ce soit au policier de devoir attester de son identité au moment d'un contrôle plutôt que le citoyen qui est contrôlé. Et moi, j'entends avec beaucoup de force une partie des arguments qui ont été évoqués sur le fait de dire que tout ne se joue pas sur le terrain. Il se joue aussi en amont, au moment de la formation, au moment des motivations, j'allais dire, d'entrer dans le corps des forces de l'ordre. Je dois dire que j'ai été très sensible à un des premiers mots du ministre sur le fait qu'il souhaitait que le tutoiement ne soit plus de mise, parce que ça peut sembler extrêmement simple, mais ça me semble sur le plan symbolique extrêmement fort de ce que ça dit d'une égalité en droit ou d'une égalité en dignité entre le contrôleur et le contrôlé. De ce point de vue, sans préjuger de la suite, en étant sensible à l'idée des expérimentations qui permettraient d'éviter de rester sur des présupposés qui seraient complètement théoriques, je me permettrai de faire 3 observations terminale. La première, c'est de souhaiter que si expérimentation il y a, notamment sur une base de droit comparé, on aille jusqu'au bout pour regarder ce que sont les pressions administratives subies
dans d'autres pays par la police et dans quelle mesure cet équilibre, chez nous, il est différent de ce qui se passe ailleurs. La deuxième chose, c'est de souhaiter que on n'oublie pas que derrière les contrôleurs et les contrôlés, il y a les citoyens qui observent le débat et vis-à-vis desquels les propos qui peuvent consister à donner le sentiment qu'il n'y aurait que des contrôles aux faciès dans notre pays n'aident pas non plus à instaurer un climat en termes de lien social qui soit parfait, d'autant qu'il y a beaucoup de préjugés. Je précise qu'un de ces préjugés voudrait que presque tous les policiers soient blancs et en considérant qu'ils fassent tous des contrôles aux faciès sur des gens de couleur. La réalité n'est pas celle-là. Il suffit d'aller dans les commissariats et dans la gendarmerie de ce pays pour s'apercevoir qu'une partie de ceux auxquels on reproche de pratiquer des contrôles aux faciès ont la même couleur de peau que ceux qui sont contrôlés. Donc que la réalité, elle n'est pas aussi simple que ça. Enfin, et ce sera une observation toute personnelle, de ce point de vue, j'ai le sentiment que le matricule, qui ne bouleverse pas notre ordre juridique, permettrait, sans qu'on mette 3 ans à régler la totalité de ces questions, parce qu'on est objectivement passé d'un système où il y avait un élément d'identification à un système dans lequel il n'y en a plus aucun, d'arriver à un consensus rapide qui ne préjugerait pas de ce que pourraient être des réflexions plus larges, mais qui permettrait au moins de se retrouver sur la fin d'un anonymat qui, à l'heure actuelle, ne satisfait personne. Merci, Monsieur Béchu. Monsieur Gors. Oui, merci, Monsieur le Président, Monsieur le Défenseur. Je crois que nous sommes d'accord pour considérer que la réflexion qui peut s'engager sur la manière dont les contrôles d'identité sont exercés, les risques qu'ils peuvent représenter du point de vue des discriminations, ce débat ne peut pas s'engager contre la police ni pour la mettre en cause. On sait que ces tâches sont suffisamment difficiles pour que nous ne soyons pas évidemment dans une attitude qui se veut spontanément polémique. Et on a vu encore récemment les difficultés auxquelles elle était confrontée dans ces interventions. Pour autant, il est normal que l'on demande à une police républicaine de respecter les règles que le législateur a lui-même fixées, y compris dans l'intérêt de cette police, mais évidemment d'abord, Monsieur Béchu, dans l'intérêt du citoyen. Parce que s'il y a des règles concernant le contrôle d'identité, c'est justement parce que le fait d'exercer la force publique pour exiger de quelqu'un qu'il interrompe ses mouvements pour rendre compte de son identité est considéré en droit, et fort heureusement, comme une intervention forte qui justifie d'être strictement encadrée. Plus encore si elle devait évidemment représenter une menace par rapport à d'autres principes comme ceux de non-discrimination. Comment obtenir évidemment que ce contrôle s'effectue dans des conditions qui nous paraissent les plus satisfaisantes possibles? Il y a, on l'a rappelé, le droit et les règles, il faut qu'elles soient connues. On peut évidemment souhaiter qu'elles soient mieux connues, et la question de la formation paraît centrale. Il y a ensuite le climat dans lequel effectivement l'action de ces forces de police peut être amenée à intervenir. Et de ce point de vue, le message que peut passer aussi bien le Parlement que le gouvernement et d'abord le ministre de l'Intérieur est fondamental. Et ce qui a été dit juste avant moi est important. Je pense que le ministre de l'Intérieur, de cette manière d'ailleurs, a eu raison de ne pas intervenir spontanément et trop directement sur la question du récépissé, dans la mesure où son intervention et ses décisions auraient nécessairement été comprises comme une mise en cause des services de police dont il avait la responsabilité au moment où il venait d'être nommé. Je crois que la réflexion était nécessaire. C'est le deuxième élément. Il faut que, au-delà de cette volonté de faire respecter le droit et de le faire par la formation, les messages qui soient passés par le ministre de la Police, par le ministre de l'Intérieur, soient des messages qui visent à la fois à affirmer sa confiance, mais poser des conditions à cette confiance qu'il doit en permanence rappeler. Donc on est en droit d'attendre, on aura l'occasion d'en parler avec lui sans doute, qu'il renouvelle les propos qu'il a tenus, vous avez évoqué sur le toiement et sur d'autres, pour rappeler quelles sont les conditions dans lesquelles la police doit intervenir. Mais le troisième point, celui qui me pose le plus problème, sur lequel je voulais vous interroger, c'est plus au fond la question dans laquelle, les conditions dans lesquelles on débat de ces sujets. On en débat effectivement à partir d'une émotion publique sur tel ou tel incident, qui dès lors qu'ils ont fait une somme finit par provoquer un ensemble de réactions, mais à partir d'éléments qui sont effectivement relativement épars. Vous avez parlé de ressenti. Alors peut-être qu'on ne peut effectivement ne reposer que sur le ressenti. Difficile de procéder à une évaluation complète, exhaustive. La question des statistiques a été posée. Personnellement, j'ai longtemps été favorable à cette idée des statistiques pour autant qu'ils soient strictement encadrés à caractère ethnique dès lors qu'ils permettent d'identifier un problème. Pour autant, lorsque je réfléchis aux conséquences de ce genre de dispositif, c'est-à-dire de la rupture que ça introduit dans les règles d'universalité de notre droit et des principes, j'ai quand même beaucoup de mal à finir par m'y ranger, même si on imagine qu'il soit très encadré. Donc la vraie question est celle de comment peut-on évaluer de manière satisfaisante et régulière la situation. Autrement dit, je ne sais pas si vous l'avez évoqué dans votre rapport, ne faudrait-il pas imaginer, ça peut être un travail parlementaire, ça peut être le travail du défenseur des droits, un dispositif à partir des plaintes dont vous êtes saisi, mais enfin elles le
sont que la surface la plus négative des choses. Comment imaginer un dispositif qui permettrait de saisir des autorités comme la vôtre ou comme le Parlement régulièrement de données lui permettant de nourrir le débat? Parce que si on nourrit le débat uniquement à partir d'un événement et qu'on a le sentiment dès lors qu'on a voté une loi ou rejeté un dispositif, que la question est tranchée, naturellement on commet l'erreur habituelle qui consiste à dire une fois qu'on en a parlé et qu'on a voté dans un sens ou dans un autre, le problème ne se pose plus, ce qui est évidemment le contraire de la réalité. Donc comment imaginer un dispositif d'évaluation qui permette de nourrir un débat riche, contradictoire en permanence et qui permette d'orienter et la politique du gouvernement et l'attitude du législateur? Monsieur le Président, j'hésite un peu à poser ma question parce que je vais devoir vous quitter, mais je regarderai la télévision pour avoir la réponse. Moi, j'ai deux sujets de préoccupation. J'ai fait partie des gens qui ont voté contre le rapatriement de la gendarmerie au ministère de l'Intérieur, considérant que c'était deux métiers un peu différents. Vous nous avez expliqué clairement que le modus operandi des gendarmes était quand même différent de celui des policiers. Donc maintenant, on a un bloc de formation qui est commun. Donc, quelles sont vos préconisations en matière de formation? Parce qu'on va arriver au budget du ministère de l'Intérieur qui inclut celui de la gendarmerie. Donc, c'est peut-être le moment de faire des propositions financières chiffrées en ce qui concerne la formation. La deuxième chose, on a bien conscience de l'équilibre extrêmement précaire et de la difficulté extrême entre les libertés individuelles et puis la sécurité. C'est quand même une alchimie toujours un peu compliquée. Moi, je voudrais vous poser une question qui est un peu liée au travail que je suis en train de faire sur les manquements dans l'affaire Mera. C'est un peu loin, mais pas tellement. En admettant qu'on arrive à un processus dans votre réflexion sur les fiches et sur les identités, comment est-ce que vous allez traiter ces documents? Parce que le problème n'est pas de remplir des fiches, le problème est de savoir ce qu'on en fait. Parce que si on regarde ce qui s'est passé dans l'affaire Mera, qui est quand même une affaire compliquée, on avait tous les renseignements, mais on n'avait pas l'analyse. Donc, en admettant qu'on arrive à régler ce problème d'identité et de fiches, quelles sont vos préconisations en ce qui concerne éventuellement le traitement? Voilà, merci. Merci Madame Goulet. Monsieur Boyer. Oui, Monsieur le Président, nous avons tous conscience que notre société, disons-le, est malade. Quand un immeuble est en fragilité, on peut le réparer. Quand une société est malade, nous avons conscience que c'est facile à dire, mais c'est difficile à trouver des solutions. Moi, je voudrais, Monsieur le Président, vous demander si vous n'avez pas l'impression que les autorités, les gendarmes ou les agents sont un peu désarmés, et donc quand on est désarmé, on est un peu découragé. Ils sont désarmés, par exemple, quand ils arrêtent un jeune, il ne faut pas que je pense cibler les jeunes, mais un jeune qui a fait une bêtise. Aujourd'hui, Monsieur le Président, ce n'est pas à vous que je le dirai, avec les moyens de communication, par exemple les portables, quelques minutes après, les gendarmes doivent se replier, doivent se taire. Pensez-vous pas aussi que notre société, elle est ce qu'elle est, mais quand on fait l'analyse du malaise, que notre société et ces actes-là sont alimentés aussi par, dans un domaine où vous avez eu des responsabilités importantes, les médias, la télé. La télé, qu'est-ce qu'on voit très souvent? On voit ou le sexe ou la violence. Et je crois que c'est très important. Troisièmement, Monsieur le Président, ça, c'est pas nous qui pourrons y remédier, et même avec les volontés des gouvernements successifs, y compris celui-là, quand quelqu'un est désarmé, qu'il n'a pas de travail, ne pensez-vous pas qu'il est plus apte à aller à faire des actes répréhensifs? Et puis, dans les conclusions, je n'ai pas trouvé, Monsieur le Président, mais c'est facile à dire, je n'ai pas trouvé de remède proposé. J'ai conscience que ce n'est pas facile. Je m'explique. Vous savez que les accidents de la route ont baissé par les radars éducatifs ou répressifs. Dans ce domaine-là, c'est différent, puisque sur la route, quand il y a des excès de vitesse, c'est du mathématique. Là, c'est de l'humain, c'est de l'expression collective qui est assez embêtante. Alors, ma question sera, Monsieur le Président, dans d'autres pays, a-t-on pu inverser cette courbe de ce qu'on peut appeler des délinquances collectives qui sont vraiment très inquiétantes. Voilà très simplement ce que je voulais vous dire que je suis de ceux, comme tous ceux qui sont ici, que nous avons conscience que c'est un problème de société et que dans cette société qui est
les malades, c'est pas facile à trouver des solutions. Merci, Monsieur Boyer. Dernier orateur inscrit, Monsieur Cointat. Bien, merci, Monsieur le Président. Car je me suis inscrit un peu en retard, mais enfin, merci de me donner la parole. J'ai demandé à poser une question parce que je croyais qu'elle serait posée avant, et comme elle n'a pas été, je me sens obligé de le faire. Vous avez évoqué, Monsieur le Défenseur des droits, les méthodes différentes entre la gendarmerie et la police pour procéder à des contrôles. Et je veux dire que personne n'aime être contrôlé. Je voyage souvent à l'étranger, représentant les Français établis hors de France, et il m'arrive d'être en contact avec les autorités qui font des contrôles. Et je veux dire qu'il y en a certains, c'est totalement insupportable. Ils se croient tout permis, ils vous traitent comme si on n'existait pas ou pas grand-chose. Je trouve ça totalement inacceptable. Alors, je me demande s'il n'y aurait pas d'ailleurs peut-être une formation à prévoir, notamment auprès de la police, parce que en général, la gendarmerie n'a pas ces difficultés. C'est pareil, il doit y avoir une culture militaire, une approche de respect des uns, des autres, qui fait mieux passer le message. Alors, du côté de la police, parfois, on a de véritables cow-boys, hein, et qui ont un comportement totalement insupportable. Alors, je me demande si là, il n'y aurait pas une piste pour qu'il y ait une véritable formation dans le contrôle. Car lorsque le contrôle est bien fait, quand il est respectueux des gens, ça se passe en général relativement bien. Et c'est quand il n'y a pas ce respect que l'on peut avoir des dérapages, et des dérapages des deux côtés. Des deux côtés. Alors moi, c'est plutôt ce message que je transmets. Il faut que le contrôle ait lieu. Les différentes possibilités de récépissé ou autres ne me choquent ni les unes ni les autres, sauf dans le cadre d'un fichier. J'estime que le contrôle n'a rien à voir avec la constitution d'un fichier. Mais à part cela, je peux accepter l'une ou l'autre des propositions, et je pense que celle que retiendra davantage le défenseur des droits, de par son expérience, de par ses contacts, sera certainement la plus sensée. Mais il faut qu'il y ait un contrôle qui se réalise selon des normes parfaitement respectées par les acteurs de ce contrôle. Voilà, merci. Bien, merci Monsieur Cointat. Mes chers collègues, merci pour la richesse et la diversité des approches que vous avez présentées, Monsieur le Défenseur des droits. Merci, Monsieur le Président. Merci, Mesdames et Messieurs les sénateurs, pour vos questions et votre contribution à notre réflexion sur ce sujet. Yves Pozzo di Borgo, évoquant sa proposition de loi, indiquait qu'il avait fait le choix d'une option où c'était le corps d'inspection générale, inspection générale des services ou inspection générale de la police nationale, qui serait chargé de suivre les contrôles, l'enregistrement des données anonymisées. Dans votre proposition, comme dans celle de Mme Mbassa, le nom de la personne contrôlée n'apparaît pas, mais en revanche, figurent tous les autres éléments, le lieu, le motif, l'heure, etc. Et dans l'hypothèse où une personne ayant été contrôlée de manière répétitive et à ses yeux abusive, elle pourrait effectivement se tourner vers le corps d'inspection pour faire prévaloir ses droits. C'est une hypothèse tout à fait recevable parce que ils ont les effectifs et l'équipement nécessaires pour assumer cette mission. Dans l'hypothèse où c'est le défenseur des droits qui va le faire, ça serait beaucoup plus difficile pour nous en termes d'effectifs, parce que ça serait une multiplication par 10 peut-être de notre activité au titre de la déontologie de la sécurité, secteur sur lequel je n'ai environ que 10 à 12 agents pour faire face à une multiplication par 3 du nombre des réclamations depuis la réforme, puisqu'auparavant la Commission nationale de déontologie de la sécurité ne pouvait être saisie que par des parlementaires. Aujourd'hui, toute personne peut saisir le défenseur des droits sur la question de déontologie de la sécurité. Résultat, 3 fois plus de réclamations. Donc je ne sais pas comment on pourrait faire face au suivi de l'enregistrement des données sur les contrôles. Donc l'inspection générale, c'est effectivement une hypothèse. Madame Benbassa, oui, ce qui vous a frappé dans ce colloque, moi aussi d'ailleurs, c'est la façon dont les policiers venus de Londres, de New York, d'Ottawa, Toronto, étaient de vrais avocats du dispositif qu'ils ont mis en place
dans ces villes. Il faut savoir que, au moment où ces dispositifs ont été mis en place, majoritairement, les policiers dans ces pays étaient hostiles à la mise en place de ce système. Et ce que nous ont dit les responsables, c'est qu'au bout de 2, 3, 4 ans, les policiers ont finalement adhéré au système. Ils y ont trouvé des avantages. Leur mode de fonctionnement a évolué, c'est-à-dire qu'ils procèdent au contrôle d'identité avec beaucoup plus de discernement et avec un taux d'efficacité plus important. C'est ce qui était très frappant. Dans tous ces pays où on délivre un document, le nombre de contrôles diminue, mais en même temps, l'efficacité du contrôle augmente, c'est-à-dire sur 10 personnes contrôlées, le pourcentage, la part des contrôles qui effectivement donnent lieu ensuite à des procédures ou à des poursuites est beaucoup plus élevée. Donc ça signifie que le policier contrôle moins, mais qu'il le fait avec davantage de discernement et que par conséquent, en termes de sécurité publique, il n'y a pas un abaissement de la qualité du service rendu par les fonctionnaires. Alors vous dites, ce qui m'a frappé, c'est la différence entre les policiers français, qui sont très hostiles à tout ça, et les policiers étrangers qui défendaient leur système. Mais je crois que les policiers étrangers, au départ, n'en voulaient pas trop. C'est le pouvoir politique qui l'a décidé. Ils sont rentrés dans le dispositif et maintenant on sent qu'ils en sont fiers et qu'ils le défendent. Ce que j'ai trouvé intéressant quand même pendant le colloque, c'est que pendant toute la journée, il y a eu des policiers français, syndicats, direction générale de la police, membres du cabinet du ministre, des gendarmes, qui pendant toute la journée ont assisté à la restitution de ces expériences. Je pensais que c'était une pédagogie qui était intéressante. Alors, vous avez parlé de la question de la formation. D'ailleurs, beaucoup d'intervenants ont évoqué la question de la formation. Effectivement, c'est une question clé. Je crois que le mot formation est celui qui a été prononcé le plus souvent autour de ce tour de table. Alors, je ne sous-estime pas du tout la question. Et d'ailleurs, la conclusion du rapport porte sur la question de formation. Alors, évidemment, mais je ne pouvais pas y consacrer l'essentiel du rapport, parce qu'après, on m'aurait accusé de contourner la difficulté ou le problème. Mais j'ai terminé là-dessus, et ça pourra faire l'objet d'autres travaux, d'autres échanges. Je pense qu'il y a un gros effort à faire dans ce domaine. Et d'ailleurs, les syndicats de policiers que nous avons vus en conviennent parfaitement. La question de Monsieur Lecomte, je voudrais, si vous voulez bien, que ce soit Richard Senghor qui vous réponde sur cette question, sur les motifs de contrôle. Oui. Peut-être d'un mot, monsieur le sénateur. En effet, nous n'avons pas examiné les dispositions spécifiques aux étrangers, que ce soit dans le Code des étrangers ou les contrôles Schengen, etc., dans la mesure où, en réalité, la problématique telle qu'elle est arrivée n'est pas sur la question de la, c'est moi l'expression, chasse aux étrangers. Débat qui est advenu il y a déjà de nombreuses années où on accusait les forces de police de multiplier les contrôles autour des foyers de travailleurs migrants, etc. On n'est pas dans cette problématique, je dirais, français versus étranger, quand bien même ces dispositifs peut-être produisent une forme de contrôle au faciès. Nos voisins espagnols sont dans cette logique et les travaux de Fuenlabrada visent bien à dissocier les personnes contrôlées selon leur nationalité. Ici, et je crois que Mme Benbassa l'a dit tout à l'heure, la demande qui remonte, c'est bien celle de jeunes, quelle que soit leur origine, qui sont français et qui contestent le fait, dans le cadre du droit commun, précisément, de faire l'objet de surcontrôle. Et quand on regarde l'article 78.2 du Code de procédure pénale, son dernier alinéa, le 7, on voit bien qu'aujourd'hui, un fonctionnaire de police peut, pour tout motif et en toutes circonstances, je crois que c'est depuis 1993 qu'il y a une disposition qui a peu évolué, validée par le Conseil constitutionnel au demeurant, où en réalité, il n'y a pas besoin d'avoir de motifs particulièrement signalés pour pouvoir procéder à ce contrôle. Donc c'est bien une question de droit commun, qui est, enfin, le questionnement est arrivé sur le terrain du droit commun, et en quelque sorte, le droit commun permet tellement de contrôles que nous ne sommes pas intéressés à ces contrôles spécifiques qui viennent sans doute renforcer le phénomène, mais qui n'en sont en tout cas pas la cause, je crois. La question de M. Le Cerf sur les statistiques ethniques,
Bon, alors c'est un vaste débat qu'on peut évoquer à propos des contrôles d'identité ou à propos de beaucoup d'autres questions. Cet exercice de réflexion et d'étude, j'ai voulu le faire à droit constant. Si on voulait introduire des dispositifs permettant de mesurer le nombre de personnes contrôlées en fonction de leur origine, on n'est pas du tout dans le droit constant. Et on se heurte aux dispositions constitutionnelles. Le Conseil constitutionnel, décision de novembre 2007, si les traitements nécessaires à la conduite d'études sur la mesure de la diversité des origines des personnes, de la discrimination et de l'intégration peuvent porter sur des données objectives, il ne saurait, sans méconnaître le principe énoncé par l'article 1er de la Constitution, reposer sur l'origine ethnique ou la race. Alors, c'est un débat qui peut avoir toute sa légitimité, mais je ne voulais pas inscrire cet exercice de réflexion et d'étude dans un cadre juridique qui n'est pas le nôtre. On aurait pu me le reprocher. J'ai voulu raisonner à droit constant. C'est un sujet effectivement intéressant, mais bon, vous mesurez bien pour avoir réfléchi sur ces questions qu'il ouvre sur des perspectives qui sont quand même radicalement contraires à nos principes constitutionnels. Ils ne sont pas intangibles, mais moi, il ne m'appartient pas de dire qu'il faut revoir la Constitution. J'ai vraiment raisonné dans le cas de nos institutions et de notre pratique républicaine. Dominique Baudis, le défenseur des droits, était donc auditionné hier par la commission des lois sur son rapport relatif aux relations police-citoyens et au contrôle d'identité. À suivre sur Public Sénat, preuve par 3 qui reçoit le sénateur communiste de Paris Pierre Laurent. Et puis à 18h30 et à 22h, 2 éditions spéciales consacrées aux élections américaines et à la réélection de Barack Obama. Très bonne journée à tous sur Public Sénat.